Bienvenue sur Fragile, le podcast qui raconte l'île de Porquerolles aujourd'hui à travers le regard et le portrait d'hommes et de femmes qui l'habitent, l'aiment et la font vivre. Comment sont-ils arrivés ici ? Comment voient-ils l'île évoluer ? Quel est leur endroit préféré ? Les souvenirs qui les ont marqués ? Écouter les habitants raconter Porquerolles, c'est entrer dans l'intimité de l'île, lieu d'histoire, d'inspiration artistique, de diversité biologique, de contrastes et de paradoxes. Un endroit précieux et fragile. Je suis Ingrid Blanchard et je reçois aujourd'hui Edith et Marc Frilet. Bonjour Edith et Marc, nous sommes ici au fort du Petit Langoustier, l'un des derniers forts militaires en mer de Méditerranée, bâti par Richelieu en 1634. Votre histoire proche avec ce fort commence en 2003, quand vous décrochez à l'unanimité l'appel d'offres lancé par le Parc national de Porquerolles pour le restaurer. Vous en devenez ainsi propriétaire pour 40 ans. La tâche est considérable car vous avez décidé de réaliser une restauration zéro déchet, respectueuse de l'environnement et de l'âme du lieu, en conservant le maximum de matériaux d'origine. On va bien sûr y revenir, mais pour se lancer dans un projet d'une telle envergure, on se doute que le lieu a son importance pour vous. Avant que vous nous parliez de ce projet de restauration, est-ce que vous pourriez me raconter votre histoire avec Porquerolles ? À quel âge et comment, pour l'un et l'autre, Porquerolles est entré dans votre vie ? Edith, peut-être pour commencer. Alors, Porquerolles était déjà connu dans ma famille depuis longtemps, puisque mon arrière-grand-père et ensuite mon grand-père et finalement mon père sont toujours venus ici en bateau. Mon arrière-grand-père le premier, il avait un bateau qui s'appelait le Zingara, qui ensuite est devenu le Bel-Ami racheté par Guy de Maupassant. Et il venait ici en croisière avec sa famille, et on a notamment les journaux de bord, les récits de leur croisière à Porquerolles. Enfin voilà, donc c'était déjà très très ancré dans la famille. Ensuite, mon père était un amoureux fou de Porquerolles. Et quand il y a eu on venait toujours à Porquerolles en bateau, et quand il y a eu la proposition par Claude Richet de la vente de l'hôtel du Miramar, mon père s'est débrouillé avec toute une bande d'amis de la Société nautique de Marseille de racheter le Miramar à plusieurs, et c'est devenu donc une copropriété de copains, et c'est toujours le cas à l'heure actuelle. Donc finalement, nous sommes à Porquerolles depuis très longtemps. Alors ça, c'est la partie familiale. Maintenant, je parle de la partie affective, puisque nous nous sommes mariés avec Marc il y a donc 48 ans, à Porquerolles, dans la petite église de Porquerolles. Et voilà, c'est une histoire de cœur qui date depuis longtemps. Pour vous, Marc, cette histoire commence avec Edith ou avant ? Et en fait, elle commence avant. Mon grand-père était un marin qui faisait le tour du monde sur les grands bateaux et qui cherchait un endroit près de Marseille pour construire sa maison. Et en fait, il a construit une villa à Cassis. Mais, étant marin, dès l'âge de 5 ans, j'entendais dire à mon grand-père toujours « Je vais acheter un bateau pour aller en croisière à Porquerolles ». Et la notion de croisière à Porquerolles, notre grand-père a mis dans la tête, qui ne s'est jamais réalisé. Il n'est jamais venu à Porquerolles en croisière, mon grand-père. Eh bien, ça a toujours trotté dans ma tête. Et donc, ensuite, comme avec des amis en famille, on a toujours adoré faire du bateau, on est venu assez rapidement, avec les cousins d'Edith, justement, à Porquerolles, quelques années avant que je connaisse Edith. Et c'est comme ça que, bien naturellement, quand je suis arrivé à Porquerolles avec ses cousins, que Edith était là, eh bien ça a décuplé mon intérêt pour Porquerolles qui ne s'est jamais arrêté. Je veux juste rajouter que le grand-père de Marc était un marin tout à fait exceptionnel quand même, puisqu'il était pacha, il était commandant de navire, et il a navigué sur toutes les mers du monde, et notamment il faisait la ligne à l'époque qui s'appelait Indochine, Chine, Cochinchine, voilà, donc c'était plus qu'un marin, c'était un grand navigateur. On sent que tous les deux, vous êtes issus de lignées de navigateurs. Est-ce que vous avez des souvenirs ? Vous découvrez tous les deux Porquerolles, vous êtes adolescents. Est-ce que vous avez des souvenirs d'adolescence à Porquerolles ? Alors oui, parce que déjà, moi j'ai fait les vendanges chez Sébastien avec Patricia, qui est la marchande de légumes. Voilà, donc j'ai fait les vendanges ici avec les gars du pays, chez Sébastien, entre autres. Alors moi aussi, les vendanges, ça a été une des raisons
et qui m'a permis de mieux connaître Edith. On a toutes à cette époque. Et sinon, on a des souvenirs vraiment passionnant lorsque on était avec justement les amis et la famille de marins adolescents. On nous prêtait, parce qu'on faisait beaucoup de régates, donc on nous prêtait un bateau un peu plus gros. Et je me rappelle très bien des soirées que l'on passait sur les plages de Porquerolles. À l'époque, on couchait plus ou moins à la Belle Étoile. 2 ou 3 fois, déjà à cette époque-là, il y avait des gardes, on ne devait pas coucher sur la plage. Il y a eu des petits incidents, mais légers. Hein. On se cachait des gardes. Donc on a eu à ce moment-là, lorsqu'on était adolescent, beaucoup d'images furtives, hein, mais très drôles, très sympas avec Porquerolles. Et après, alors, ça s'est largement développé. Et alors, depuis ce temps de l'adolescence, le lien n'a jamais été rompu. Il n'y a jamais eu d'interruption dans votre lien avec Porquerolles. Vous reveniez en vacances, vous reveniez à quelle fréquence, en fait? Alors, en fait, on revenait avant qu'on soit mariés. Moi, je revenais très régulièrement avec mes parents. Et ensuite, et puis avec justement mes cousins et envoyés avec d'autres amis. Et ensuite, dès que nous nous sommes mariés, nous avons acheté... Alors ma maman nous avait donné 3 petits sous pour s'acheter une voiture. Et à son grand dame, au lieu de s'acheter une voiture, on s'est acheté un bateau. Alors ça ne lui a pas beaucoup plu, mais bon, on s'est acheté un joli petit bateau. Et on est venu ensuite très très régulièrement. On venait à Noël, on venait très très régulièrement en bateau à Porquerolles. Ce bateau, c'était un bateau déjà un peu ancien en contreplaqué qui nous a donné quelques frayeurs. Et je me rappelle par exemple, parce qu'on adorait naviguer été comme hiver. Hein. On venait aussi souvent en hiver qu'en été en bateau à Porquerolles. Et je me rappelle notamment un soir, on arrivait très tard parce que ce bateau, avec un tout petit moteur, il n'y avait plus de vent et tout d'un coup un grand orage qui arrive et on arrive justement ici dans la passe entre l'Angoustier et le Grand Ribot, un énorme orage et alors à ce moment-là on était honnêtement un peu désemparés, la pluie, la grêle, le phoque qui partait à contre, bref on a des souvenirs de Porquerolles à la voile qui ne se sont jamais arrêtés parce qu'ensuite on a toujours continuer à aimer la voile, à faire du bateau et en fait en été on va surtout en croisière en Méditerranée, un peu dans toutes les îles, mais toujours avec un port d'attache à Porquerolles. Et je me rappelle plusieurs fois lorsqu'on revenait de croisières un peu lointaines avec les enfants qui étaient tout petits, hein, ils avaient 1 an ou 2 ans, ils étaient à bord avec nous dans du mauvais temps. Lorsqu'on arrivait enfin à Porquerolles, qu'on voyait le phare de Porquerolles, on disait, ça va, il n'y a plus que 6 heures de navigation, on va y arriver. C'était pour nous extraordinaire. Et l'image que j'ai toujours, c'est ta mère, Edith, qui, au bout du ponton, nous guettait depuis des heures, nous voit arriver. Et, mais, les petits-enfants, où ils sont? Et les petits-enfants, du coup, ont continué avec nous à aimer Porquerolles et le Miramar. Donc Porquerolles s'inscrit un petit peu comme un lieu de vacances rêvé depuis que vous êtes tout jeune. Vous avez fait carrière loin de Porquerolles. Vous êtes originaires tous les deux de Marseille, oui. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu votre parcours professionnel? Moi, j'ai eu énormément de chance parce que puisque j'ai eu l'opportunité de rencontrer des gens formidables qui m'ont donné l'occasion de travailler dans ce que j'aimais faire, c'est-à-dire des relations publiques dans le milieu de la culture. Donc j'ai eu l'occasion de travailler pour, entre autres, j'ai fait le lancement de la pyramide du Louvre. Donc j'ai travaillé pour l'auditorium du Louvre pendant longtemps. J'ai travaillé aussi pour des festivals de musique classique, pour l'Opéra de Paris. Enfin voilà, j'ai eu la chance d'avoir... J'avais 2 passions, c'était donc la musique, bien que je ne sois pas du tout musicienne, mais j'adorais ça. Et ensuite, ma seconde passion, c'était donc la voile. Et j'ai eu la chance toujours, parce que je pense que je suis née sous une bonne étoile, et là je remercie mon père parce que je pense que mon père y est pour quelque chose. J'ai été pendant très longtemps responsable du service de presse du Salon Nautique de Paris. Ah. Voilà. Et puis après, j'ai rencontré Franck Cassanti. Alors ça, c'était tout à fait... J'avais arrêté de travailler, mais j'ai rencontré Franck Cassanti, donc quand il a créé son festival de jazz à Porquerolles, et on est devenus très amis, et je coopère un tout petit peu en tant que bénévole à son festival, à l'organisation, qui est un festival de très très grande qualité, et surtout humainement, qui rassemble notamment l'équipe de bénévoles, sans parler évidemment des artistes, qui est de très très haut niveau et surtout de très grande gentillesse et de très grande générosité. Donc la culture et la voile. Culture et voile, voilà. À mon petit niveau.
Et pour vous, Marc? Moi, j'étais un étudiant attardé et puis je ne voulais pas vraiment rentrer trop vite dans la vie active. Donc pendant longtemps, j'en ai profité un maximum en faisant justement du bateau, dans la Porquerolles, etc. Et puis du coup, il fallait bien faire des études. Donc j'ai fait du droit, j'ai fait Sciences Po. Je suis allé ensuite faire des études au Canada, aux États-Unis. Et puis il a bien fallu un jour rentrer dans la vie active. Alors j'ai dit, si je peux encore faire autre chose pour éviter de rentrer, ça sera très bien. Et là, j'ai réussi, avec les diplômes qu'on avait, à aller passer avec Edith 2 ans en Algérie extraordinaire. Là, j'ai enseigné le droit à la faculté. Et puis ensuite, le seul endroit dans lequel je me trouvais à l'aise pour travailler, parce qu'avec tout ce que j'avais appris, malheureusement, c'était Paris. Enfin, malheureusement ou pas, parce que finalement, on a adoré Paris. Et on a passé 40 ans à Paris, vraiment extraordinaire. Et quant à moi, comme je m'occupais essentiellement de projets un peu complexes à l'international, j'ai passé ma vie à voyager dans le monde, dans d'excellentes conditions, faire des projets qui m'ont passionné. Et surtout, avec Edith, dans plein de congrès à travers le monde, dont on a vraiment sillonné le monde pendant des années. Et je me suis beaucoup occupé, un peu à la marge, mais vraiment de façon passionnante, de mes amis marins. Voilà. Et donc, des amis comme Jean-Louis Etienne, Titouan Lamazou et autres, Florence Artaud, pour parler d'elle, eh bien, je les ai beaucoup aidés dans ce que j'aimais faire. Et tout ça, ça rejoint aujourd'hui notre intérêt global pour Porquerolles. Alors vous anticipez un petit peu la prochaine question. Donc vous évoluez dans des milieux professionnels stimulants, vous parcourez le monde, vous êtes entre Paris, Marseille. Et qu'est-ce qui vous encourage en 2000 à postuler à la restauration de ce fort? En fait, si j'en ai postulé, franchement, c'est un peu par hasard. Au départ, quand on a vu arriver l'appel d'offres, on dit que ce n'est pas pour nous, c'est beaucoup trop compliqué, c'est beaucoup trop cher. Et puis en fait, ce qui s'était passé, c'est que pendant des années, avec d'autres, on s'était intéressé à la restauration de ce fort. Une association avait été créée sous l'égide du Yacht Club ou près du Yacht Club. Et malheureusement, à chaque fois, on s'est rendu compte que c'était très, 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 très difficile. Et puis, lorsque l'appel d'offres a été lancé, le directeur du parc, que l'on connaissait bien, nous dit j'aimerais avoir différents types de propositions. Alors, j'aurais forcément des milliardaires, mais peut-être que des gens qui aiment Porquerolles, qui s'intéressent à ça pour d'autres raisons, et puis qui sont un peu manuels, parce qu'en réalité, on est très manuel, ça peut les intéresser. Et voilà comment, de fil en aiguille, avec un couple d'amis porquerolais également, parce qu'on a fait ça avec nos amis de Porquerolles, avec lesquels on a été très proches, eh bien, on a soumissionné. Et je dirais un peu à notre surprise, on a été choisi, mais aussi je pense qu'on a été choisi parce qu'on a bien montré qu'on n'allait pas faire de cet endroit un lieu de tourisme de luxe avec des grandes parties, des nuits blanches. Non, on voulait faire cet endroit un lieu qui soit un lieu qui valorise tout ce que l'on aime à Porquerolles. Et alors justement, qu'est-ce qui a fait selon vous la différence dans votre dossier de candidature? Alors, je pense que c'est une grande sincérité. C'est-à-dire qu'ils nous ont posé des questions qui étaient assez intimes, hein, notamment qu'est-ce que vous allez faire, l'argent que vous allez mettre dans ce fort, vous ne le donnerez pas à vos enfants, enfin ce genre de questions. Et nous, on a répondu très simplement en disant que voilà, si on le faisait, c'était parce qu'on était profondément convaincus, d'abord parce qu'on était redevable à Porquerolles de beaucoup de choses, notamment entre autres notre bonheur et notre joie d'être ici, et que c'était notre petite tribu. Comme on avait été très gâtés, on avait beaucoup voyagé, on avait vraiment, nos enfants étaient à l'abri de pas mal de choses, on pouvait faire ça pour Porquerolles, voilà. Et je crois qu'on l'a dit de façon très simple, on n'a pas cherché on a dit qu'on pensait que c'était compliqué. Moi d'ailleurs j'étais morte de peur, j'avais pas du tout envie de répondre, mais bon, on a quand même répondu. Et voilà, je crois que c'est la sincérité de notre présentation qui a fait que c'est passé assez facilement finalement. Entre le lancement de l'appel d'offres et comment la réponse, en fait, le fait que vous soyez accepté, il s'est passé beaucoup de temps? Non, il s'est passé en fait
très peu de temps. On a fait une préparation en même pas 15 jours, alors qu'il fallait faire des longs dossiers, etc. Mais comme on connaissait le lieu et qu'on imaginait quand même pas mal ce qu'on pouvait y faire, parce que ça fait des années que les uns les autres essayaient de restaurer ce fort sans y arriver, donc on avait des idées assez précises sur la façon de s'y prendre, on a réussi à faire un dossier de candidature en moins de 15 jours. Et je me rappellerai toujours notre préparation du grand oral, on était un peu de la partie, on savait à peu près comment faire un grand oral, comment prendre un grand oral, on savait qu'on avait 10 minutes, et puis à ce moment-là, on s'est mis ensemble autour de la table. On était 4, Edith, Philippe, Aline et moi. On dit voilà, on va faire en sorte de tout dire en 7 minutes et on va se chronométrer. Et c'est ce qui s'est passé, la façon dont on s'est exprimé. Et là, le jury a dit mais attendez, vous avez encore 3 minutes, rien de plus à dire ? Non, ça y est. Et je pense que ça joue un certain rôle finalement. Enfin bon, voilà. Donc on s'est préparé très vite, un peu à notre façon, et finalement ça a marché. Franchement, on y croyait. On croyait qu'on pouvait réussir. C'est ça, très difficile, mais qu'on pouvait réussir. Donc selon vous, c'est vraiment l'authenticité de votre parole qui a payé peut-être par rapport à des candidatures. D'ailleurs, vous savez qui étaient les autres candidats ? Vous étiez nombreux à postuler ? Oui, il y avait quelques grands noms connus en France qui avaient une approche qu'on comprend très bien, mais de restauration immédiate, etc. Et qui finalement n'avaient peut-être pas voulu faire passer ou chercher à faire passer peut-être tous les messages qu'on avait passés sur ce qu'on pouvait faire ici. On avait parlé d'une fondation où on accueillerait les uns et les autres pour tout ce qui a trait aux objectifs du parc, que le parc ne peut pas lui-même facilement développer ici, qu'on peut plus facilement tester, etc. ici. Donc tout ça, ça rentrait dans notre proposition, dans notre discours. Et je pense que ça, effectivement, c'est ça qui a joué un rôle, parce que ceux qui étaient là, certains d'entre eux nous connaissaient quand même un peu. Bien sûr. Peut-être une dernière raison, c'est qu'ils savaient que l'on avait l'habitude de faire des projets aussi. Et que l'on a fait beaucoup de projets de restauration de maisons et autres. Et moi, dans mon métier, c'est un métier qui consiste à réaliser des projets complexes un peu partout. Et donc, tout ça est un peu lié. Nature à les rassurer. Voilà. Alors, on est dans un endroit complètement exceptionnel. Est-ce que vous pourriez nous raconter l'histoire de ce fort et le décrire aux auditeurs du podcast, puisque malheureusement, on n'a pas l'image. L'histoire de ce fort, c'est sur un plan militaire et stratégique, et par rapport à la situation de la Provence à l'époque, c'est une histoire qui est assez extraordinaire dans la mesure où il y avait une très grosse menace italo-espagnole sur la Provence, et que cette menace aurait pu aboutir à ce que Toulon, Port-Royal, soit pris, aboutissant à ce que la Provence ait des problèmes, ne reste plus dans le Royaume de France, etc. Bref, celui qui a été à la manœuvre de façon absolument extraordinaire, il faut le reconnaître quand on regarde l'histoire, c'est Richelieu. Richelieu s'est rendu compte que pour arriver à stopper cette menace, cette armada qui arrivait, qui a réussi d'ailleurs à prendre les îles Lérins avant d'arriver ici, il fallait faire des coups très rapides, des coups d'éclat. Et il n'était plus possible de construire des bateaux comme il fallait en construire, ça aurait pris trop de temps. Et donc il a décidé de construire 4 ou 5 forts dans des lieux totalement stratégiques pour protéger Toulon, dont 1 ou 2 dans Toulon et 2 ou 3 ici. Et le fort du Petit Langoustier est situé à l'endroit où on peut le plus facilement surveiller la passe pour empêcher aux armadas étrangères qui venaient s'ancrer ici de passer et attaquer Toulon. Donc son rôle était totalement stratégique, et la grande difficulté, ça a été de réussir à le construire sur un îlot où on est ici, c'est-à-dire un îlot battu par les vents directement, en pleine mer. On a un Mistral très violent qui vient de 200 km. Et bien de construire ce fort dans des délais ultra courts. Et nous, ce qui nous passionne, c'est d'avoir constaté que les appels d'offres pour construire ce fort ont été terminés en décembre 1934, et qu'en juin 1935, la tour à canon sur laquelle nous sommes était construite. Et cette tour à canon, c'est un ouvrage complètement exceptionnel.
Elle fait 5 mètres d'épaisseur, ce qu'on appelle une tour à l'épreuve. Elle est basée sur toute l'intelligence militaire des Italiens, qui étaient les rois des défenses de ce type, et qui ont réussi à tout organiser, évidemment, avec l'aide de très nombreux ouvriers. D'après ce que l'on a pu voir, d'après ce qu'on a pu lire, il y a eu plusieurs bataillons qui ont été affectés à la construction de ce fort et à celui du Petit Langoustier qui est juste à côté, du Grand Langoustier qui est juste à côté, pardon. Et ce fort a nécessité environ 400 personnes sur cet îlot battu par les vents pendant 6 mois. Et dans des conditions extrêmement précaires. Bien sûr, il n'y a rien, il n'y a pas d'arbres, il n'y a rien, donc c'est un endroit très précaire pour venir. Et en plus, on ne peut pas y venir facilement puisque c'est de l'eau profonde entre ici et la terre. Donc on ne peut venir sur ce fort que lorsque la mer le permet. Donc on est dans une situation très difficile, rendu encore plus difficile par le fait que lorsqu'un fort est en construction, eh bien, l'ennemi cherche à l'attaquer pour le détruire avant qu'il l'empêche de gagner les batailles. Et donc, ces ouvriers eux-mêmes étaient protégés, je crois, d'après ce qu'on a pu lire, par une centaine de soldats. Donc ils construisaient jour et nuit en ayant en permanence la trouille au ventre d'être attaqué et ensuite couchant n'importe où sur l'îlot. Voilà, c'était l'histoire de la construction de ce fort. Cette tour à canon est assez extraordinaire. Et puis, ce qui nous fait vraiment plaisir, c'est que cette tour à canon, elle est maintenant très abîmée, mais il y a encore une possibilité, c'est pour ça que nous nous battons tant que nous pouvons, de la sauver. Et si elle est sauvée, ça sera la seule tour à canon sur un îlot en mer, à ma connaissance, de la Méditerranée. Et pour nous, ça représente, si on réussit à faire cela, après c'est toute l'histoire au-delà de ça qui va se dérouler. Bon, l'avantage sur vos prédécesseurs, c'est que vous n'avez pas la menace de l'assaillant. Enfin, la mer reste quand même, peut-être un ennemi de temps en temps pour travailler dans des conditions confortables. Vous pouvez nous dire un petit peu la superficie de cet îlot ? 2,5 hectares pour l'îlot. Ouais. Au sein des remparts, c'est à peu près 5000 mètres carrés. Et nous avons à peu près 400-500 mètres carrés de couverts que l'on va donc aménager pour que ça serve progressivement à un maximum de personnes intéressées. Edith, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce lieu ? Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que ce fort a toujours eu un rôle essentiellement dissuasif et défensif. Et un autre moment important aussi de l'histoire de ce fort, ça a été Nelson et Napoléon. Nelson voulait attaquer, il a attaqué Toulon d'ailleurs, il a assiégé Toulon, et il a brûlé tous les forts du coin, dont le Grand Langoustier, le Petit Langoustier, le fort Sainte-Agathe, il a brûlé tous les forts de la région. Voilà, donc on s'est quand même battu sur ce fort. Mais il a plus un rôle défensif et dissuasif que d'attaquant. Et au-delà de son rôle historique et de son histoire, est-ce que vous pourriez un petit peu décrire ce qui nous entoure là ? Eh bien, alors là, nous sommes en fait au bout, à la pointe la plus ouest de l'île de Porquerolles. On voit d'un côté, on a vue jusqu'au Cap Sissier et de l'autre côté jusqu'au Cap Bénat. Donc en fait, on a une vue absolument incroyable et on se doute bien que les soldats qui guettaient avaient une vue absolument imprenable sur cette partie de la Méditerranée. Et donc on voit très loin à l'ouest et très loin à l'est. Ce qui est également particulier, c'est que on a ici un microclimat qui est déjà différent de ce que l'on trouve sur la côte à 20 km. Et c'est vraiment typique. Pourquoi on a ce microclimat ? C'est parce qu'on est à l'endroit précis de changement de régime de vent, entre le vent d'est et le vent d'ouest. Et donc on est ici à la frontière et ça engendre souvent plus de vent. Il y a beaucoup de vent, soit du vent d'est, du vent d'ouest, mais très peu de pluie. On est sans doute dans l'endroit en France, d'après ce que j'ai pu lire, le plus ensoleillé de France. Et ce qu'on ne sait pas, forcément, c'est que on est sur le 43e parallèle, c'est-à-dire qu'on est exactement ici, à la latitude du Cap Corse. Et ce qui veut dire également beaucoup de choses par rapport au climat, au courant, etc. Et nous, quand on regarde là où on est aujourd'hui,
à cette pointe qui est la pointe la plus au sud de la côte française méditerranéenne, à l'exception de Perpignan et de cette région, eh bien, quand on regarde vers Saint-Tropez, Saint-Tropez pour nous c'est vraiment le nord, et Marseille pour nous c'est également un peu le nord. Donc on est vraiment sudiste. Ça fait bientôt 20 ans que vous êtes propriétaire du fort. Quelles ont été les étapes depuis 2003 ? Les étapes ont été un petit peu douloureuses. C'est-à-dire qu'en fait, au début, comme nous avons été sélectionnés à l'unanimité, on était persuadés qu'on allait pouvoir avancer facilement et rapidement. Et en fait, on s'est rendu compte, mais ça, c'est pas du tout, c'est pas ni de notre faute, c'est de la faute à personne. Mais en fait, les administrations entre elles sont très compliquées et ça a été, on a vraiment dû franchir des étapes fastidieuses, longues. Notamment, on a été obligé de faire une étude d'impact alors que les autres forts n'ont pas eu besoin de la faire. Entre le moment où on a lu l'accord et où on a commencé à faire les travaux, il y a eu une loi sur l'eau qui est sortie, il y a eu des nouvelles normes européennes, il y a eu Natura 2000, le parc a été cœur de parc. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont accumulées petit à petit, qui nous ont même beaucoup retardés. Mais disons que la première étape a été assez rapide puisque nous avons eu la chance d'avoir un compagnon, un vrai compagnon de compagnonnage donc du Tour de France, qui est venu travailler ici 2 ans sur le fort, qui a travaillé comme il a pu au début puisqu'il y avait pas de base vie, il y avait rien du tout. Donc il s'est bagarré avec les éléments et on avait toujours avec notre petit bateau, on a transporté des tonnes et des tonnes de bois, des poêles en fonte, des groupes électrogènes, des tas de trucs. Voilà, donc la première étape a été assez rapide, 2 ans, où on a pu faire une vraie base vie et on a pu garder des gens sur le fort pour pouvoir y travailler. Ça, c'était le premier objectif pour vous. C'était le premier objectif. Ce qu'il y a, c'est qu'on se trouve dans une situation administrative très particulière, puisque on a un millefeuille d'administration. En fait, pour aboutir à une décision ici, sur ce fort, une décision administrative, il y a 7 ou 8 administrations et ministères qui doivent arriver à se coordonner, ce qui est très difficile. Mais bon, tout ça a été quelque chose pour lequel on a joué le jeu à fond. Refait 1 fois, 2 fois, 10 fois les dossiers. Ça a été épuisant, mais ça a été un des éléments aussi qui est moteur du projet. On dit on va y arriver, puisqu'on a été choisi, finalement on devrait y arriver. Ce qui a été, comme Edith l'a dit, ce qui a été très important ensuite, ça a été toutes les étapes qui consistent à mettre le fort hors péril. Ça, le mettre hors péril avec énormément de choses qui s'effondraient, ça a été un sacré challenge. Et on a à peu près réussi aujourd'hui à la mettre hors péril, mais il y a toujours des effondrements qui arrivent. Donc, mettre hors péril, et ensuite, après la mise hors péril, eh bien, on a progressivement réussi à avoir notre base vie. Et il nous reste aujourd'hui un enjeu de taille pour pouvoir faire la restauration, parce que là, on est à la phase où enfin, on a un bail définitivement signé et où on peut entamer la vraie restauration. Malheureusement, on ne pourra pas le faire tant qu'on n'aura pas un accostage sécuritaire qu'on n'a pas aujourd'hui. Voilà, c'est un des enjeux, mais encore une fois, on va y arriver. Oui, parce qu'en fait, si je ne me trompe pas, ce n'est qu'en avril 2019 que vous obtenez les autorisations pour poursuivre la restauration et commencer le vrai travail de bâtisseur. C'est ça ? Exactement. On a rongé notre frein pendant 15 ans de ne pas pouvoir le faire. Et donc, ça fait beaucoup 15 ans d'écart, parce qu'en 15 ans, énormément de choses sont dégradées. Donc, pendant 15 ans, ça a un peu été Sisyphe pour nous. Mais maintenant que l'on a toutes ces autorisations, on a maintenant accéléré dans tous les angles. Donc, on a par exemple maintenant toute la programmation, l'avant-projet détaillé, le dossier de consultation des entreprises avec un architecte du patrimoine. Enfin, c'est du travail très très lourd, mais ce travail maintenant est réalisé et on regarde avec ceux que l'on connaît très bien, c'est-à-dire des associations qui sont extraordinaires dans ce type d'activité de restauration de forts, dont l'une d'entre elles c'est Acta Vista à Marseille, qui a refait les forts Saint-Jean, qui a refait les Frioul et Saint-Nicolas, pardon. Et avec eux, on a programmé vraiment la restauration de la tour. Mais il reste à avoir un accostage sécuritaire et c'est la prochaine étape.
J'aimerais juste faire une petite incise parce que vous n'en êtes pas à votre premier projet fou. Edith, est-ce que vous pourriez nous parler de la reconstruction à l'identique d'Alcyon 1871, le bateau d'Émilien Roca, votre arrière-grand-père, qui était un régatier hors pair et membre fondateur de la nautique de Marseille. Pour nous aider un petit peu à comprendre votre esprit un peu fou, si je puis me permettre, de vous lancer dans des projets de cette ampleur. Alors, bon, je dois dire que l'idée est de Marc. Hein, parce que... alors, moi, comme je dis, je suis une bonne suiveuse, hein, je suis. Mais je n'ai pas forcément les idées. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme on était bloqué pour le fort, en fait, on ne pouvait pas avancer plus pour le fort. Et dans le salon de mes cousins, il y avait une gravure extraordinaire d'un bateau formidable, qui était ce fameux bateau de régate de mon arrière-grand-père, l'Alcyon. Et un jour, Marc dit, tiens, ça serait intéressant qu'on le reconstruise. Parce qu'il n'en existait plus aucun, ils sont tous par le fond, parce que c'était des bateaux qui étaient démodés, plus personne ne voulait régater avec ça. Bon, enfin voilà, la jauge avait changé, les Anglais étaient passés par là, ils avaient imposé une jauge internationale. Mais enfin voilà, donc... on a commencé à se lancer dans ce projet, enfin Marc a commencé à se lancer dans ce projet. Quelle année là, du coup? C'est après 2003. 2013. On a commencé en 2009, sérieusement. Voilà. En 2009, on s'est dit, on va avancer sur autre chose, parallèlement. Oui, non, on ne s'est pas arrêté sur le fort, mais disons qu'on s'est lancé à fond dans ce projet-là. Et en fait, ce bateau, c'était une légende dans la famille. On le voyait tout le temps. C'était des bateaux de régate. Voilà, c'était... Et il s'avère que moi, à Marseille, j'ai un petit pointu historique de 1920. Et c'était un charpentier marine qui me l'avait restauré et qui était un gars absolument exceptionnel. Donc quand je dis c'est Daniel Scotto à Marseille, et quand j'ai parlé de la reconstruction d'Alcyon, j'ai vu tout de suite des étoiles dans ses yeux, mais vraiment, des étoiles dans ses yeux. Il m'a dit, mais je rêve de construire un Wari marseillais. Ça fait des années que je rêve de reconstruire un Wari marseillais. Et comme on s'entendait très bien et que c'est un type absolument extraordinaire, on lui a fait confiance, et lui nous a fait confiance, nous on lui a fait confiance. On a demandé à Gilles Vaton, qui est un grand architecte naval, de nous faire la carène sous l'eau, parce qu'en fait on n'avait aucun plan, on n'avait rien du tout, on n'avait que des photos de famille, des daguerreotypes, et voilà, et l'aventure a commencé, et Scotto a fait un travail extraordinaire, et Marc, qui en était comme une bourrique, a fait en sorte que ce projet aboutisse. Et depuis, on se régale avec ce bateau, parce que c'est un bateau très compliqué, mais qui apporte beaucoup de joie, et on a plein de copains qui naviguent avec nous. C'est un bateau familial, enfin c'est... Oui, qui a fait d'ailleurs les régates de Porquerolles. Oui, qui fait on a même eu l'honneur d'être sur l'affiche de la Porquerolles classique. Enfin, entre deux très gros bateaux, hein, mais il y avait quand même Alcyon au milieu. Voilà. C'est un projet qui vous a pris combien de temps? On l'a commencé en 2009. Il a fallu 2 ans de recherche et un an et demi de construction. Voilà. En avril 2013, voilà. Et alors, ce qui est formidable dans cette histoire, c'est que la marraine d'Alcyon, la marraine d'Alcyon est une grande cantatrice qui s'appelle Sandrine Piot. Et quand je lui ai demandé l'autorisation, si elle acceptait d'être marraine du bateau, elle a tout de suite dit oui, parce qu'en fait, c'est une très grande amie de Daniel Scotto. Et voilà, donc la boucle est bouclée entre la mer, la musique, tout ça. Ça fait un tout. Marc, vous avez des éléments à ajouter? Non, c'est simplement pour dire que c'est des projets, ce type de projet, c'est des projets passionnants, parce qu'au départ, c'est un peu comme ici, au départ, ils ne sont pas possibles. On a un chantier, maintenant, les normes ont changé, mais tu ne te rends pas compte, ce bateau a 3 fois la voilure d'un bateau normal, il ne marchera jamais, c'est impossible à reconstruire. Rends-toi compte, il n'y a pas de winch, vous n'avez jamais abordé à votre âge, etc. Donc, tout ça a engendré de la recherche, et en recherchant, on trouve chaque fois des gens passionnés. Et Alcyon, autour d'Alcyon aujourd'hui, il y a un monde de passionnés, à la fois par la voile, à la fois par l'histoire, à la fois par la technique du bois. On est en train de travailler les filières bois, etc.
et nous, c'est ça qu'on aime lorsqu'on fait des projets, c'est d'avoir autour de soi des gens qui s'y passionnent et c'est eux qui en fait construisent le projet. C'est eux le ciment du projet beaucoup plus que nous. Et nous, après, on est un peu le maître d'œuvre, voilà. Alors, la restauration du fort du Petit Langoustier s'inscrit un petit peu dans le même sillage, la transmission de l'histoire et le partage de connaissances que vous exprimez bien, Marc. Quelle est votre ambition pour la restauration de ce fort ? Eh bien, c'est d'avoir un projet qui fasse du sens à tous égards par rapport au lieu où il se trouve, par rapport à ce qu'on aime et ce qu'on souhaite faire dans le futur. C'est-à-dire que sur le plan du processus lui-même de restauration, qu'on fasse un maximum recours à des gens qui se passionnent pour tel ou tel aspect de la restauration et de faire une restauration qui s'organise dans un cadre de développement durable avec énormément de tests pour aboutir à améliorer le processus de restauration de façon telle qu'on utilise moins d'eau, qu'il n'y ait pas de déchets. On trie par exemple tous les décombres pour en faire des petits tas, et ces petits tas on les remet dans les murs. C'est-à-dire vous réutilisez le matériau sur place. On réutilise tout le matériau, tous les décombres sont réutilisés. Autre chose, par exemple, pour rester dans le cadre de la restauration, c'est l'utilisation de l'eau. Donc, on a la chance d'avoir des amis qui travaillent sur des grands chantiers, qui ont donc des normes sur la façon de travailler, et on les fait venir ici. On dit, mais attends, regarde, si on prend ta norme là, l'eau, tu vas nous consommer 5 fois l'eau nécessaire qu'on peut avoir ici. Est-ce qu'on peut faire autrement? Et ce qui est passionnant, c'est qu'on échange. Et donc, on arrive progressivement à faire une restauration qui, au niveau de la quantité de ce qu'il faut utiliser, au niveau des déchets, et ensuite au niveau de la mise en œuvre, simple comme autrefois, et passionnante, parce que le travail à la chaux est très différent du travail au ciment, et le travail à la chaux, on peut le faire par énormément de gens qui ne sont pas spécialisés après 15 jours d'apprentissage. Donc ce fort, c'est vraiment de ce point de vue-là, est passionnant au niveau de cette restauration un peu originale. C'est-à-dire vous utilisez des pratiques ancestrales quoi, pour la restauration de ce fort. Enfin, ce que vous voulez dire, c'est que vous avez recours à des gestes anciens. Voilà, l'idée, c'est de retrouver effectivement tous les gestes traditionnels sur la façon de construire, sur la façon d'utiliser du bois pour faire des échafaudages, ce qu'on appelle des chèvres, etc. Et l'idée pour nous, c'est de faire ça un maximum par nous-mêmes et d'échanger autant qu'on peut avec des professionnels. Ensuite, il y a un moment où il n'y a que les professionnels qui peuvent venir. Par exemple, lorsqu'il faudra refaire les parements de la tour extérieure, il n'y aura que des professionnels. Et ce qui est passionnant, c'est d'échanger avec ces professionnels. Les professionnels pour les parements de la tour, les plus connus dans la région, donc c'est Acta Vista. On a énormément échangé avec les chefs de chantier d'Acta Vista pour savoir comment, par exemple, aujourd'hui, dans l'intervalle, on pouvait, avec quelques petites injections, à l'ancienne, et faire en sorte que la tour soit confortée. Et quand on a vu comment il y a eu ces injections à l'ancienne, c'est extraordinaire. Ils prennent comme des vieilles calebasses dans lesquelles on met un petit coulis, et ces calebasses deviennent des bouteilles en plastique, mais on est exactement à l'ancienne sur la façon de restaurer. Donc et on apprend énormément de choses autour de tous ces sujets, et ça, je reconnais que ça, c'est passionnant. Vous souhaitez en faire un petit peu un lieu laboratoire de développement durable, de transition écologique. C'est un peu votre ambition plus vaste? Alors ça c'est le projet de fond. Le projet de fond, c'est que ça soit, on teste ici toute une série de choses dont tout un chacun entend parler, mais qui, pour un ensemble de raisons, n'est pas vraiment mise en œuvre à un petit niveau, c'est-à-dire à un niveau d'un bâtiment autonome, qui soit autonome, et qui permette petit à petit de vivre avec simplement les rayons du soleil, le vent, l'eau du ciel, avec une empreinte carbone zéro. Ce qui veut dire que l'on va assez loin dans la recherche, par exemple, de la production d'énergie, par exemple,
Un exemple, c'est l'énergie éolienne, mais dans un cadre de développement durable et qui n'affecte pas l'environnement. Donc, ce sont des éoliennes à axe vertical sur lesquelles on travaille, par exemple. Ou alors sur le stockage de l'énergie, avec des évolutions que l'on est en train que l'on regarde, sur la façon dont, avec des panneaux solaires, on peut avoir des trop-pleins d'énergie qui fabriquent de l'hydrogène, qui nous permettent d'avoir la transition d'énergie lorsqu'il n'y a pas de vent et de soleil. Voilà. On a plein de sujets comme celui-là. Un autre sujet, c'est tout ce qui est les déchets humains. Et la question des déchets humains est une vraie question pour la pollution à Porquerolles avec les bateaux, etc. Bon, là, par exemple, on est en pourparlers avec l'Agence spatiale européenne qui fait un travail extraordinaire pour faire en sorte de recycler et réutiliser les déchets humains dans les vaisseaux spatiaux qui vont sur Mars. Bon, là, ils sont très loin d'aboutir à ce qu'ils veulent faire, mais ils sont très avancés sur les tas de sujets. L'idée d'échanger avec eux, de tester ici des choses qui pourraient être utiles pour tout Porquerolles et bien au-delà, ça nous paraît intéressant. Donc voilà, c'est toute une série d'éléments comme ça. Alors, pour rester sur la construction, qu'est-ce que l'on sait aujourd'hui ? On sait que ce fort, et ça on le sait parce qu'on a fait des analyses, c'est par des analyses de gens extrêmement experts, on sait que ce fort a été intégralement construit avec le sable de la plage, par exemple. On sait qu'il a été construit avec la chaux qui venait des fours de Carqueiranne. Ça, on le sait. Et on sait qu'il a été construit très très rapidement avec des gens qui n'étaient pas spécialisés. Donc, une fois qu'on met tout ça ensemble, on se pose un certain nombre de questions. Si on arrive à peu près à reproduire tout ça, ça peut avoir des tas de conséquences bien au-delà d'ici. Ça peut être un exemple qui peut être utilisé en Afrique ou partout, au lieu d'avoir des bidonvilles, au lieu d'attendre des ONG qu'elles vous offrent un container pour telle ou telle famille, on peut peut-être envisager d'avoir une autre approche consistant à utiliser ce qui est là à portée de main et que la famille elle-même le construise. Et si je vous dis ça, c'est tout simplement parce que ça a déjà été un peu testé par notre compagnon qui est venu travailler sur le fort et qui ensuite est allé à Haïti. Haïti, c'est après le tremblement de terre, et qui a aidé les familles à construire en s'inspirant de ce qu'il avait développé ici. Voilà. Un exemple concret. Donc c'est vraiment du très très concret, concrete même. Alors, au-delà des difficultés administratives, on l'a compris, quelles sont les plus grosses difficultés techniques que vous avez pu rencontrer jusqu'à présent ? C'est évidemment la plus grosse difficulté, c'est l'accostage. C'est-à-dire que il faut bien comprendre ce que ça veut dire. On est dans un îlot battu par les vents et on sait que s'il y a plus de 20-25 nœuds d'ouest, et c'est déjà beaucoup, de toute façon, il faudra quitter le fort. Et on sait que s'il y a plus de 15 nœuds d'est, de toute façon, il faudra quitter le fort. Bon, il suffit aujourd'hui, n'importe qui regarde, et c'est facile, les prévisions météo sur Wingourou, où il y a justement Petit Langoustier. Eh bien, en regardant ça, on s'aperçoit que l'on ne peut réellement être là avec un bateau de façon sécuritaire dans les conditions actuelles qu'un jour sur 5. Voilà. Un jour sur 5. C'est-à-dire que si on veut rester... Et donc, ce qui nous empêche de programmer des rendez-vous. On a chaque fois que l'on va avoir des rendez-vous pour faire venir des gens importants pour nous, notre architecte, notre maître d'œuvre, le président de notre association qui est extraordinaire, etc., un grand historien qui doit venir, par exemple, Bernard Cros, chaque fois qu'on a des rendez-vous très importants de ce type, on sait qu'il faut donner quatre propositions. Bon, et puis, et en plus de ça, les gens, 4 propositions alors que chacun a un agenda terrible, ça marche pas. Donc le problème de la Costa, c'est clairement aujourd'hui un problème numéro 1 mais personne ne pourra réussir ce projet, c'est impossible s'il n'y a pas un Acosta sécuritaire. Alors l'avantage, c'est qu'on sait comment le faire. C'est qu'on sait comment le faire dans un cadre qui est tout à fait dans l'esprit du parc, dans l'esprit de protéger et développer la biodiversité, avec un mini enrochement, refuge à poissons, sur lequel on a beaucoup travaillé.
Donc on sait comment faire, mais c'est pas pour autant que ça va se faire du jour au lendemain. Donc voilà, c'est typiquement le type de questions, de difficultés que l'on a et qui quelque part nous passionne, parce que tout le monde dit mais tu arriveras jamais à faire ça. Enfin regarde. Et puis. Alors justement, moi j'ai envie de vous demander, est-ce que ça vous semble pas une aventure un peu folle de temps en temps ? Est-ce que vous avez eu, et là sincèrement, des fois des envies de renoncer à ce projet ? Alors Marc, jamais. Oui, jamais. Parce que c'est dans sa nature. Il ne renonce jamais. Mais moi, il y a 3 ans, franchement, il y a 3 ans, quand on nous a refusé les travaux parce qu'on n'avait pas... on nous a refusé d'entamer les gros travaux alors qu'on le demandait. Franchement, j'étais à 2 doigts de rendre les clés du fort. Parce que vraiment, là, j'en pouvais plus. Je comprenais absolument pas pourquoi on nous embêtait comme ça, quoi. Alors que ça aurait dû être quelque chose de simple. On ne demandait pas la lune, on demandait simplement l'autorisation de pouvoir commencer enfin les gros travaux et pas uniquement les travaux de reconstruction. Et ça nous a été refusé par un courrier clair et net, disant que, je ne me rappelle plus ce qu'il y avait, mais enfin bref, c'est passé au parc. Ouais. Et moi j'ai quitté en disant écoute Marc, je te laisse continuer parce que moi je peux plus. Et il est alors moi je suis descendue, j'étais dans le jardin, j'attendais que la conversation se continue et Marc est arrivé comme d'habitude avec un grand sourire en disant tout est arrangé. Voilà. Alors je dis je sais pas comment tu as fait, mais voilà. Et après après bien sûr j'étais très... Marc, vous ne renoncez jamais alors ? Non, c'est-à-dire qu'il faut avoir des objectifs et savoir que l'objectif n'est pas totalement irréaliste. Voilà. Et à partir de là, ce qu'il y a de sympa, c'est qu'on entre dans une zone où personne ne va vraiment. Et c'est là, dans cette zone où personne ne va vraiment, que vous commencez à trouver des gens extraordinaires. Donc les gens extraordinaires, ils sont souvent au-delà de la zone de confort du quotidien. Et c'est ça qui est passionnant pour le fort, comme pour Alcyon, c'est que on a au-delà de cette zone de confort, mais des gens extraordinaires qui participent, qui nous aident, qui réfléchissent, qui se motivent, voilà. Alors justement, qui sont les acteurs qui participent à cette restauration ? De qui vous entourez-vous dans cette entreprise ? J'ai entendu parler des scouts, il y a les maîtres d'œuvre, voilà. Alors, je dois dire que le microcosme, il correspond quand même un petit peu à nos critères, c'est-à-dire qu'ils sont tous un petit peu fada, comme on dit chez nous. Hein. Voilà. Alors, non, les premiers, ce sont des amis assez proches et qui trouvent l'aventure formidable et qui, de temps en temps, viennent nous donner un coup de main. Et ce sont des costauds, des copains, et ils sont formidables parce qu'ils arrivent. Alors souvent, ils ont une guitare et des bonnes bouteilles, et on passe des moments merveilleux parce qu'ils nous ont aidés à faire beaucoup de travaux. Voilà, ce sont vraiment des amis proches et qui ont un peu notre façon de voir les choses, en fait, qui sont un petit peu aventuriers aussi, qui n'ont pas besoin d'un très très grand confort, qui sont marins. Je pense qu'il faut insister sur le fait que ces amis proches, ces cousins, c'est très familial en fait. Hein. Ce sont à la fois des gens passionnés, mais des grands professionnels, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont travaillé, ou ils travaillent en ce moment dans le secteur, en chef de chantier, conducteur de chantier, etc. Oui, ils sont compétents, c'est ça. Donc ils sont très compétents. Et ils sont, on a travaillé nous avec des compagnons du Tour de France. Ils sont du niveau des compagnons du Tour de France. Donc c'est ça qui est passionnant, c'est d'avoir ce cercle-là. C'est un des premiers cercles dès lors qu'il y a des travaux compliqués à faire, c'est avec eux qu'on les fait, comme on l'a fait précédemment pendant 2 ans, cette fois-ci dans un cadre plus traditionnel, entrepreneurial, avec Compagnons du Tour de France. Mais nous, ce qu'on recherche avant tout, c'est d'avoir de l'enthousiasme et du professionnalisme, et on s'aperçoit que le lieu est tel, et ce qu'on peut y faire est tellement sympa. C'est une façon de vivre qui, effectivement, va tout de suite faire venir des gens passionnants, qui adorent la musique, qui adorent la fête. Voilà, ça c'est le premier cercle.
Alors le deuxième, les scouts. Alors le deuxième cercle, en fait ça s'est fait complètement par hasard, suite au festival de jazz. Une des petites jeunes femmes qui travaillait au festival connaissait une compagnie de scouts et elle était venue sur le fort. Elle a dit mais ça serait formidable qu'il y ait des scouts qui viennent, ils adoreraient venir. Et en fait c'est elle qui nous a envoyé la première équipe de scouts qui n'était pas du tout des scouts ni marins mais qui étaient des scouts de Conflans-Sainte-Honorine. Voilà, et ils ont été absolument formidables. Donc eux, je suppose qu'entre eux, ensuite, le mot a dû se passer, puisque l'année d'après, on a eu 2 compagnies de scouts, l'année d'après, on en a eu 3, et cette année, on en a 4. On n'a même pas besoin de lancer des appels. C'est eux qui nous appellent début janvier. Voilà, ils fixent leur calendrier, ils viennent. Et alors, avec eux, c'est vraiment passionnant parce qu'ils ont entre 17 et 19 ans, donc ce sont des scouts qu'on appelle compagnons. Et là, évidemment, on fait très attention à tous les enjeux sécuritaires. Il y a sécuritaire et autres, il y a des tas de choses qu'on ne leur fait pas faire. Et ça, on a une convention, tout ça, c'est très bien normé. Mais quand ils arrivent ici, on leur dit voilà, il y a 10-15 tâches. Quelles sont les tâches qui vous intéressent en fonction de ce que vous aimez faire, etc. Et à chaque fois, ils disent, ben voilà, cette tâche, on aimerait la faire. On ne sait pas très bien la faire, mais on aimerait la faire. Et donc, en général, c'est à peu près toujours comme ça que l'on avance. Vous avez 1 ou 2 exemples de réalisation ? Dernièrement, il fallait refaire tout le parapet sommital où nous trouvons maintenant. Qui est circulaire, qui doit faire à peu près 25 mètres de long et qui est en menace sérieuse d'effondrement et 5 mètres sont déjà effondrés. Donc pour ce parapet sommital, ce qu'il fallait faire, c'était arriver à bien s'organiser pour le conforter en mettant les pierres d'une certaine façon. Ce n'est pas la restauration finale, en faisant de la chaux d'une certaine façon et en ayant donc toute la chaîne d'organisation qui est quand même qui est lourde. Il faut aller chercher l'eau dans la citerne 30 mètres en dessous, il faut amener le sable, il faut s'occuper de faire le mortier dans la bétonnière, il faut ensuite qu'il y en ait 2 ou 3 qui construisent. Bref, ça prend toute une équipe et il faut monter les sauts de mortier. Rien que là, en l'espace d'une semaine, on a dû monter 1,5 tonne de mortier, donc c'est pas rien. Hein. Mais voilà, et là ils l'ont fait, et lorsqu'ils vont revenir, leur tâche est là, ils étaient ravis, ils ont même signé dans une partie du mur. Donc voilà, et d'autres ont fait une mezzanine dans des maisons en bas, voilà, et chacun fait un peu son petit chef-d'œuvre en d'autres termes. Comment vous financez ce projet ? Est-ce que vous avez une association Voilà la bonne question. On a une réponse depuis toujours sur ce type de questions. Si l'on cherche des subventions, il faut faire la chasse aux subventions. Les subventions sont la plupart du temps liées à des conditionnalités qui, sur ce projet, ne pourraient jamais ou presque jamais être réunies. On ne peut pas ici lancer un appel d'offres pour dire à une entreprise avec une subvention, venez faire ceci. Il n'y a pas d'accostage sécuritaire, enfin bref, ou alors l'appel d'offres aboutirait à des prix tels que le projet ne se ferait pas. Donc, nous, on a vraiment comme principe, aide-toi, le ciel t'aidera. Voilà. Donc, ça veut dire qu'on finance tout. Ça veut dire qu'on finance tout de A à Z nous-mêmes. De A à Z, il n'y a pas un truc qu'on ne finance pas par nous-mêmes. On n'a jamais eu aucune aide, jamais eu aucune subvention. Et l'idée, c'est de monter le projet jusqu'à une certaine plateforme à laquelle on arrive pour qu'à un moment donné, effectivement, on ait des partenaires qui s'y intéressent, des subventions. Pourquoi ? Parce que ça correspondra à leur objectif, l'objectif d'une ONG, l'objectif d'une association, etc. Et au fur et à mesure que le projet maintenant se concrétise, tous ces aspects, depuis maintenant 1 an, on sait qu'on va arriver, moi je suis absolument convaincu qu'on va arriver à avoir un partage, que ce soit plus doux à 100% qui finançons ce projet, qui est en fait un projet largement d'intérêt général, mais que ceux qui sont occupés d'intérêt général, peut-être s'y intéressent aussi.
parce que on va s'épuiser à systématiquement tout faire par nous-mêmes, physiquement, financièrement, et que sans aucun intérêt, quoi. On pourrait imaginer par le biais d'une association que des donateurs, des mécènes participent à... Alors, en fait, autour de ce projet, il y a une association de gens passionnants qui s'est créée. Le président, c'est notre très très cher ami l'amiral Prudhomme, qui a été notamment le directeur du patron du musée de la Marine, qui a été ici avec Maxime Proudomides le co-responsable de la charte sociale et culturelle. Donc Georges est très très impliqué dans toute la vie de l'île, dans ce qu'il faut faire de beau dans la région, et puis et de l'avoir comme président de l'association, c'est pour nous c'est passionnant. Et voilà, et on a dans cette association pu réunir, elle réunit elle-même des séries de personnalités de ce type, tout comme Franck Cassanti du Festival de Jazz. Franck est un grand ami. Le Festival de Jazz et le Fort, il y a déjà une belle histoire, puisque à la fin du festival, presque chaque année, mais cette année c'est différent, tous les bénévoles viennent faire la fête sur le Fort. Donc on a une longue histoire avec le festival. Donc Franck Cassanti, en tant que vice-président également, apporte énormément de choses. Cette association maintenant va peu à peu prendre son essor, échanger, proposer à d'autres, à tout un chacun d'y participer. Parce que l'idée, c'est de faire de ce projet un projet qui serve à tout le monde. D'autres personnes vous ont précédé sur l'île dans la restauration de monuments historiques. Paul Vuillard, grand chirurgien lyonnais décédé l'année dernière, avait lui-même consacré 18 ans de sa vie pour assurer en solitaire la réfection du fort du Grand Langoustier. Est-ce que vous l'avez rencontré ? Est-ce que vous avez échangé sur ces projets de restauration ? Alors au début, oui, beaucoup. Il nous a notamment donné des conseils pour remonter les murs, pour fabriquer la chaux, notamment il nous a donné le conseil de l'achat de la bétonnière. Il nous a dit il faut acheter telle marque. Voilà. Et nous, on a échangé aussi avec lui parce qu'on lui a donné conseil de s'acheter un bateau en acier. On avait nous-mêmes choisi, on avait déjà un projet d'avoir, au lieu d'utiliser notre petit bateau noir, là, on pensait s'acheter un bateau en acier. Donc on lui avait donné toutes les informations et tout. Donc voilà, il y a eu pas mal d'échanges d'informations avec lui. Après, ça a été un peu plus difficile parce que Paul était vraiment dans sa façon de travailler, qui est assez différente dans la mesure où il voulait vraiment travailler seul, faire venir autour de lui, comme nous on cherche à le faire, tout un aéropage de gens passionnés. C'était pas exactement son projet. Et deuxièmement, il est vrai qu'il a réussi à aller beaucoup plus vite que nous parce que c'était une autre époque où il n'était pas du tout dans la même nature d'organisation et de contrat que nous. Il n'y a pas eu d'appel d'offres, etc. Et enfin, il faut reconnaître que faire les travaux sur un fort au pied duquel on peut amener un camion et de l'eau, c'est très 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 différent. Et donc on a été plus éloigné, mais je reconnais franchement que le travail qu'il a fait est absolument remarquable. Ça, vraiment. Par contre, il y a une leçon aussi qu'on veut tirer, et c'est vraiment très dommage que Paul et sa femme soient décédés, parce que maintenant, la question, justement, c'est quelle va être l'utilisation. Et nous, depuis le début, c'est d'abord l'utilisation et c'est qui nous intéresse et auquel on travaille depuis le début, et on sait pertinemment quel type d'utilisation on va avoir au fur et à mesure qu'on va avancer. Il y a d'autres modèles qui vous inspirent ? Celui qui nous a beaucoup inspiré et avec lequel on a beaucoup échangé, c'est le père. J'allais vous en parler. Séraphin. Le père Séraphin, pour nous, ça a été c'est un énorme soutien. On a énormément échangé avec lui, puis on a été très proches pour des tas de raisons. Le père Séraphin, la première fois lorsqu'il est venu sur le fort, il a béni le fort, il nous a sculpté une icône que l'on a ici. On a toujours gardé des contacts extraordinaires avec le père Séraphin, et très 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 humain, et on avait vraiment
une même approche pour énormément de valeurs qu'on a partagées. Donc ça, c'est un exemple. Est-ce que, à travers ce projet, vous souhaitez tracer la voie de projets semblables ailleurs ? Est-ce que la notion de transmission, je pense que j'ai un peu la réponse après une heure d'échange avec vous, est importante pour vous ? Et est-ce qu'il vous semble que les jeunes générations, il y a beaucoup de questions dans ma question, mais vous synthétiserez, les jeunes générations vous semblent-elles plus éveillées aux questions écologiques, vous qui travaillez avec des scouts par exemple ? C'est évident qu'on cherche à transmettre. C'est évident que c'est la raison pour laquelle on fait ce fort. Si c'est pas pour le transmettre, ça n'aurait aucun sens. Donc la raison première, c'est effectivement de le transmettre. Et la seconde, moi je suis très optimiste parce que je trouve qu'avec tout ce qui vient de se passer, le Covid, je pense que les jeunes ont beaucoup plus conscience que nous, et même que nos enfants, de la fragilité de la planète, de la fragilité des choses et de la responsabilité qu'on a de laisser à nos enfants et nos petits-enfants une autre planète que celle-ci. Il faut absolument freiner les choses. C'est notre façon à nous de participer à ça, c'est en essayant de restaurer ce fort, entre autres. L'idée, c'est d'avoir, en matière de transmission, d'avoir une sorte de chercher à développer un modèle de transmission qui soit beaucoup plus pertinent que ce que l'on trouve actuellement. Par exemple, transmettre tout ce que nous avons appris sur les difficultés administratives, la façon de les surmonter pour réussir des projets similaires. Cette transmission-là, je pense, elle est très importante. Une prise de conscience de ces problèmes qui bloquent largement beaucoup de choses dans notre société, rien que ça, c'est important. Mais beaucoup plus que ça, si l'on regarde, et on a d'ailleurs fait un petit projet là-dessus, si l'on regarde Porquerolles et les forts, c'est unique au monde. Et il y a peu de gens qui se rendent compte que Porquerolles, ce que Porquerolles doit transmettre au-delà de nous, c'est cette extraordinaire valeur du patrimoine historique bâti et transmettre la façon dont les générations actuelles et futures vont réussir à refaire vivre toute cette histoire dans un cadre qui intéresse les uns et les autres parce qu'il est profondément ancré, comme on cherche à le faire, dans le développement durable. Et donc moi je vois très bien aujourd'hui, il y a deux éléments de transmission. Il y a le développement lié à ce qu'on est en train de faire physiquement et matériellement. Et deuxièmement, il y a la transmission peut-être d'un début de modèle qui pourra faire réagir des jeunes pour restaurer les autres forts et trouver ensuite des utilisations, un parcours d'effort et faire que Porquerolles ne soit pas simplement une île où on vienne pour mettre sa serviette sur la plage, mais que tout ce patrimoine historique bâti de Porquerolles est pour moi presque plus important que le patrimoine naturel qui est magnifique. Mais le patrimoine naturel de Porquerolles, sur plein d'aspects, on le retrouve sur la côte et ailleurs. Alors que le patrimoine historique bâti de Porquerolles avec ses 13 forts est unique au monde. Après vous, quel avenir concrètement vous imaginez pour ce fort ? Un lieu où vont venir de façon... on l'espère sélective, enfin c'est comme ça que nous, si on y arrive, on le fera, viendront de façon sélective des personnalités intéressées par des tas de sujets de recherche dans des tas de secteurs, que ce soit le secteur culturel, que ce soit le secteur historique, que ce soit le secteur développement durable, et qui partageront, en vivant ici, c'est notre rêve, qui partageront un mode de vie. Un mode de vie qui dans notre esprit sera largement le mode de vie nécessaire pour le futur. Un mode de vie où on vit de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus frugale à tous égards, où on consomme 3 fois moins d'eau, où on réussit à vivre avec beaucoup moins, tout en se faisant au moins autant plaisir, si ce n'est en faisant beaucoup plus plaisir. Et moi je suis absolument convaincu
que ce genre de personnalité, il y en a déjà autour de nous, eh bien, de chercheurs qui croient à quelque chose et qui acceptent ce mode de vie. On va en avoir de plus en plus. Et je regarde les jeunes, justement. On a des jeunes neveux, notamment, mais qui sont à fond dans cet esprit. Et c'est pour ça que je crois que la grande force de ce fort, c'est d'être un peu un creuset pour lancer des dynamiques un peu dans tous les sens. Mais bon, je prends l'histoire. Moi, quand je prends l'histoire, je regarde de l'autre côté. Je regarde de l'autre côté, mais qu'est-ce que l'on voit ? On voit le grand écrivain, Joseph Conrad, qui a écrit Édith. Fers de la côte. Et voilà. Et dans les Fers de la côte, où est-ce qu'était Pérol ? Pérol était là, juste en face. Moi, Pérol, je le vois sur l'îlot ici. Et ben, voilà. Ou alors, quand on lit Nelson, Nelson, on le voit arriver au loin, là-bas au large. Et ensuite, avec sa grande ligne, tout d'un coup, il surgit de l'horizon. Et hop, il fait ses coups de main extraordinaires. Bon, donc là, les historiens, je sais aujourd'hui que les historiens seraient passionnés de venir travailler ici pendant quelque temps par rapport à leurs propres recherches. Pour la musique, n'en parlons pas. C'est exactement la même chose d'ailleurs avec le festival de jazz. Edith a fait venir ici sur le fort des très très grands musiciens qui se sont régalés. Ce qu'on souhaite vraiment, c'est dans la transmission, c'est pour ça qu'on va aller vite surtout, c'est transmettre avec ce même type de projet, un lieu où tous ceux qui ont des valeurs qui correspondent largement aux valeurs du futur telles qu'on les pense, viendront passer du temps pour approfondir, par exemple, des techniques sur tel ou tel sujet. Alors, parlons évidemment de la biodiversité, puisque c'est un lieu idéal pour faire des expériences en matière de biodiversité. On est ici au sein d'un parc national. Si c'est pas là que l'on essaie de trouver des voies qui permettent d'améliorer tous les enjeux de biodiversité, on ne sait pas où on le ferait. Et ça nous passionne. J'aimerais revenir à votre lien à Porquerolles, au sujet du fort. Voilà, je pense que nos auditeurs ont bien compris à la fois votre enthousiasme, la visée que vous avez pour cet endroit auquel vous êtes profondément attaché. Plus globalement, donc l'île est une île qui est sujette à l'hyperfréquentation. On enregistre des pics qui vont entre 8 000 et 10 000 personnes débarquées par les navettes, sans compter les plaisanciers. Hyperfréquentation dont on parle beaucoup, qui pose de nombreux problèmes, atteinte à l'environnement, gestion de l'eau et des déchets, saturation des services et au final une certaine insatisfaction des visiteurs qui viennent ici à Porquerolles. Des jauges viennent d'être instaurées. Est-ce que vous avez été témoin de l'essor de cette fréquentation sur l'île ces 50-60 dernières années et quel regard vous portez sur cette hyperfréquentation ? Est-ce que vous entrevoyez des solutions ? Alors, on est un petit peu mitigé parce qu'en fait, tout le monde a le droit de venir sur l'île. En fait, c'est tellement beau qu'il n'y a aucune raison que ce soit que quelques privilégiés qui en bénéficient. Donc, je trouve que c'est important que tout le monde puisse venir sur l'île. La seule chose, c'est que ça génère maintenant une espèce de tourisme de masse qui n'existait pas avant. Et ça s'est quand même beaucoup dégradé. Et il y a eu aussi, il faut dire, des nouvelles constructions, beaucoup de nouvelles constructions en l'espace de 20 ans qui ont fait que la fréquentation de l'île de façon habituelle s'est aussi beaucoup développée par rapport à ce qu'elle était avant. Donc ça, nous, on l'a vraiment vécu. On a vécu la construction du Pré des Palmiers 1, Pré des Palmiers 2. Voilà, on a vu tout ce que ça a apporté en plus dans l'île. Alors, ça a apporté du bien parce que c'est sûr que ça a fait vivre des commerçants et que voilà, ça a apporté du monde sur l'île. Mais d'autre part, ça a apporté aussi une ambiance qui n'est plus celle qu'elle était avant. C'est-à-dire avant, l'île était vraiment bon enfant. Elle est restée encore bon enfant, mais maintenant, on voit de plus en plus de gens qui s'habillent en talons aiguilles. Enfin, je veux dire, ça se voyait jamais ça avant dans l'île. Des gens en robe longue, ça n'existait pas du tout. Voilà, donc il y a une espèce d'évolution qui est pas forcément, je pense, dans l'âme, dans l'esprit de l'île. Et je pense qu'il y a certaines personnes, je pense, qui viennent sur l'île en pensant y retrouver un second Petit Saint-Tropez, mais c'est pas du tout ça. En fait, l'île, il faut qu'elle reste nature et spontanée et simple.
Mais sinon, il faut avouer que par rapport au reste du littoral, on est quand même très protégé. Je crois qu'on parle énormément de l'hyperfréquentation de Porquerolles, largement parce que il y a des habitants ou des résidents secondaires qui ont eu des problèmes d'eau l'année dernière. Voilà. L'eau, il n'y avait plus d'eau au robinet. Ah, c'est terrible. Bon, ça a été bon, il n'y a pas que ça évidemment, parce qu'en dehors de ça, il y a effectivement énormément de bateaux. Par exemple, ce soir, il y a beaucoup de bateaux dans la baie du Langoustier. Mais quand on fait le bilan total, combien de jours par an il y a cette hyperfréquentation, et des études ont été faites, il y a peut-être 20 jours par an. Allez, maximum 30. Donc, c'est vrai, il y a l'hyperfréquentation. Maintenant, je crois qu'il faut que, pour avancer, il faut que Porquerolles ait une vision, justement, un peu globale du sujet. Et cette vision, elle reste encore largement à créer. La charte donnait quelques pistes, mais ces pistes-là n'ont pas encore été suffisamment explorées. Ça prend du temps. Il y a énormément d'administrations qui sont dans le circuit pour des autorisations, pour limiter, etc. Donc moi je crois qu'il faut prendre les choses avec une réflexion qui soit assez globale, une vision sur Porquerolles, qu'est-ce que l'on veut comme type de tourisme et pour venir sur l'île, et ça reste encore largement à développer. Il y a des associations comme les Amoureux de Porquerolles, auquel on appartient, qui y travaillent, et je crois qu'il y a également quelque chose à faire sur le port. Il faut que le port, qui est dans un lieu tellement exceptionnel, soit un port qui lui-même soit un peu un port modèle, un peu un port modèle pour faciliter ceux qui font des croisières à la voile, pour avoir des bateaux classiques, etc., etc. Donc l'hyperfréquentation est liée largement au fait qu'il n'y a pas forcément aujourd'hui encore de vision globale qui soit bien développée et validée par tout le monde. Donc, quels sont les enjeux, peut-être les 3 principaux enjeux que vous identifiez pour Porquerolles dans les années à venir? Le port ne devrait pas être un port parking. Et ne devrait pas être un port où les gens, une fois qu'ils arrivent presque par hasard un jour, prennent un anneau et peuvent rester sans que le bateau sorte de sa place pendant 15 jours en vivant là, parce que c'est moins cher que d'avoir une location. Voilà, c'est des exemples typiques. Toujours pour le port, ne pas permettre de laver les bateaux ou d'arroser les bateaux alors que l'eau est extrêmement précieuse. Dans le port de Porquerolles, ça serait un endroit où on pourrait très facilement également avoir des bateaux qui ont une valeur patrimoniale, plus de bateaux en bois, on pourrait les attirer, ça engendrerait derrière une activité, une filière de réparation. Enfin, il y a beaucoup d'idées au niveau d'un port qui puisse un peu servir de modèle. On est au sein d'un parc national, c'est déjà un modèle en matière d'environnement, etc. Bref, le port pourrait être un vrai port écologique. Il y a une association qui s'appelle Voile de l'énergie et l'environnement qui travaille sur le sujet, sur les ports de plaisance du futur. Seront-ils écologiques ou ne le seront pas? Et cette association, justement, s'intéresse à la façon dont Porquerolles pourrait évoluer. Il y a 2 choses pour lesquelles je suis vraiment contre pour Porquerolles, c'est l'accueil des super yachts, des gros yachts. Ça, je trouve qu'il n'y a vraiment pas la place pour ça ici. Ils sont pas faits pour venir à Porquerolles. Il faut qu'ils aillent à Antibes, à Saint-Tropez, mais pas à Porquerolles. Et je suis aussi contre le Sea Line, parce que je pense que s'il y a le Sea Line, ça va... Déjà, on consomme énormément d'eau. S'il y a le Sea Line, ça va faire venir encore plus de gens et ça va attirer... Je suis tout à fait contre le Sea Line, parce qu'on est justement dans une période où on a beaucoup réfléchi sur la consommation de l'eau, sur le renouvellement de toutes ces énergies. Et si on amène l'eau sur l'île, alors là, les bateaux seront rincés 10 fois plus. Il n'y aura pas une machine à laver par maison, mais il y en aura 2. Enfin voilà, ça va être...
C'est une position qui n'est pas forcément partagée par beaucoup de monde, mais donc c'est intéressant que vous... Ah oui, je sais, mais je pense que justement la crise qu'on vient de vivre montre qu'il y a quand même, il faut ralentir les choses, il faut absolument ralentir tout ce qu'on est en train de détruire, et l'eau est une valeur très précieuse, donc je pense qu'il faut faire avec l'eau qu'on a, et il y avait des nappes phréatiques partout dans l'île. À force de tirer dessus, on les a détruites parce qu'on n'a pas su consommer correctement. Donc moi, quand je vois que maintenant dans toutes ces maisons, il y a machine à laver le linge, machine à laver la vaisselle, quand c'est pas une, quelquefois deux par maison, moi ça me gêne, ça me dérange. Je voudrais ajouter que si tu es contre le Sea Line, c'est parce que on a ici appris à vivre avec beaucoup moins d'eau, et qu'on se rend compte qu'on peut consommer facilement 3 fois moins avec un même niveau de confort. Et deuxièmement, c'est parce qu'une fois de plus, on s'est intéressé à ce qui se passait autrefois. Et autrefois à Porquerolles, il y avait ce qu'on appelait les retenues collinaires, où il y avait des vallons qui étaient dédiés à la récolte de l'eau avec des petites retenues qui ont largement suffi pendant longtemps. Et donc, nous, on se dit qu'à Porquerolles, il faudrait aller dans le sens d'une prise de conscience. On est privilégié en étant à Porquerolles. On est privilégié. Il faut un peu rendre à la nature ce qu'elle nous a donné. Et puis, la nature peut, si on fait bien les choses, la nature peut, pensons-nous, largement suffire sur l'île de Porquerolles pour procurer l'eau suffisante, à condition de s'intéresser à la façon dont la nature peut procurer cette eau d'une part, et à la façon de s'intéresser à la façon dont nous devons limiter notre consommation dans un lieu privilégié, parce que ce lieu est extrêmement privilégié, et limiter la consommation dans ce lieu modèle, ça peut jouer un rôle très important ensuite pour diffuser les bonnes pratiques un peu partout. On consomme 3 planètes, on le sait. Si on peut en consommer qu'une, c'est très bien. L'eau est un excellent exemple. Divisons par 3 la consommation d'eau. Est-ce que c'est impossible? Est-ce que je reviens 50 ans en arrière en faisant ça? Ou est-ce qu'au contraire, je me mets dans une dynamique pour les générations futures? C'est un peu ça la question qui nous intéresse. Pour terminer, quand vous pensez à Porquerolles, quand vous êtes loin de Porquerolles, est-ce qu'il y a une image, une évocation qui vous vient à l'esprit? Pour moi, Porquerolles, c'est récurrent, et c'est l'odeur quand on arrive en bateau. Ça, c'est vraiment cette odeur d'eucalyptus, de terre humide, de feuilles mortes. C'est extraordinaire. C'est comme quand on arrive en Corse, mais arriver à Porquerolles, à la nuit tombée, quand il y a ces odeurs qui ressortent et tout, c'est extraordinaire. Ça, c'est vraiment pour moi l'image très forte. Et vous, Marc? Moi, c'est marrant parce que j'ai deux éléments qui tout de suite, chaque fois, me reviennent à l'esprit lorsque je parle de Porquerolles. C'est quoi? C'est d'abord le port et le Havre. Le nombre de fois où on revenait de croisière, souvent avec les enfants, avec du mauvais temps, etc. On a dû le faire ça, je sais pas, 20, 30, peut-être 50 fois. Et on va y arriver. On en prend plein la gueule. On avait un chien qui passait par-dessus le balcon, dans la mer, enfin des trucs épouvantables. Et on arrive à Porquerolles. Ah, le port, c'est le Havre. Et puis l'autre qui pour moi était extrêmement en phase, c'est les 2 ailes. Porquerolles, c'est 2 ailes, il y a 2 ailes dans Porquerolles. Et quand on regarde comment Sabine arrive à croquer Porquerolles avec les 2 ailes autour, ben moi voilà, Porquerolles, c'est à la fois ce havre incroyable, si difficile à atteindre et où on est ravis, et ensuite les 2 ailes qui nous font monter au firmament. Merci beaucoup à tous les deux pour votre partage et votre vision de l'île. Merci beaucoup. Merci à vous, Ingrid. Merci. Merci à Edith et Marc pour leur partage sur la restauration du fort du Petit Langoustier et leur vision de Porquerolles.
Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez toujours vous abonner au podcast Fragile sur Apple Podcast, Deezer, Spotify ou toute autre plateforme d'écoute. Cela vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes tous les 15 jours. Et si cet épisode vous a plu, surtout n'hésitez pas à en parler autour de vous. Pour les détenteurs d'iPhone, si vous voulez apporter un vrai coup de pouce au podcast, laissez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire. C'est la meilleure manière de le soutenir et ça me fait toujours très plaisir de vous lire. On se retrouve très vite, à bientôt.